quand tu donnes de l'equity à des gens, même si aujourd'hui tu te dis que nous, on se dit que c'est du papier, mais un founder qui est dans sa boîte, il se dit que ça va valoir 10, 20, 30, 50, 100, 200, 500 millions. Donc, donner de l'equity, il n'y a rien qui coûte plus cher, quoi. Et les salariés, à ce niveau-là, en fait, ils ne l'estiment pas, ce truc-là, parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est du cash à la fin de l'année, c'est un bonus, c'est une augmentation. Maxence Rigotier. Ça, je suis pas d'accord sur le fait qu'il estime pas. Je pense qu'il estime, par contre, il n'estime pas la notion contractuelle. C'est-à-dire que c'est aussi une forme de reconnaissance sociale que de pouvoir dire j'ai des parts dans la boîte. Et je connais pas mal de gens qui, du coup, donnent des BSA qui sont vestés sur 3 ans pour que la personne puisse dire j'ai des parts dans la boîte. Et alors que c'est 0,1% vesté sur 3 ans que potentiellement la personne ne touchera jamais. Enfin, moi, je ne suis pas de cette école-là. Pour le coup, Sébastien, il a des vraies parts dès la création de la boîte, etc. Et toutes les personnes à qui je me suis associé, les parts sont données dès le début. Mais il y a beaucoup de gens qui, du coup, raisonnent en equity vesté et en toute petite proportion pour pouvoir amener cette notion de reconnaissance sociale à la personne. Après, tu as toujours la logique de, effectivement, il y en a quelques-uns qui sont là, qui sont vraiment dans la boîte, qui sont là pour très longtemps, ils y croient, et donc ils veulent maximiser ça. En l'occurrence, l'expérience de mon pote, elle est intéressante parce que mon pote, au début, il dit, putain, tous les ans, il me disait, il ne voulait pas m'augmenter, donc il m'ajoutait plus de parts. Et en fait, moi, j'en avais rien à foutre. Et maintenant que la boîte, elle marche bien, en fait, j'en ai plus rien à foutre parce que je suis à un niveau de salaire très correct, mais je veux plus de parts, ils veulent pas me les donner. Et d'ailleurs, les discussions qu'on a avec mes boss, c'est putain, pendant des années, ils se sont saignés en me donnant des parts. Et moi, j'en avais en fait rien à foutre et j'avais l'impression qu'ils me servaient pas, alors que eux, il y avait une vraie asymétrie entre ce que pensaient les founders. Ils disaient, bah, t'as vu, je te donne, je t'implique, c'est vesté, bien sûr, et tout, mais je t'en donne plus. Parce que je ne peux pas te donner tout de suite, donc je te donne beaucoup plus de valeur à long terme, mais les founders, ils y croyaient dur comme fer. Et le mec, il voulait juste, c'est 1000 euros, 2000 euros, j'en sais rien, 3000 euros d'augmentation à la fin de l'année. Et donc, il y a une vraie asymétrie. Et en ça, le cadeau, je trouve super intéressant parce que pour la petite histoire, ma première année chez Rothschild, à la fin de l'année, j'ai eu un super bonus, tu vois, je pouvais m'acheter plusieurs centaines de milliers. Peut-être pas, mais tu vois. Et du coup, donc, j'ai eu un bout de papier avec un bonus de plusieurs centaines de milliers d'euros. OK. Et en fait, quand je suis rentré à Noël, tu parlais de Noël tout à l'heure, à la maison, qu'est-ce que, pour moi, j'avais eu de différent par rapport à mon autre boîte? C'est que j'avais eu 450 € de bons d'achat sur Amazon. Et pour moi, c'était ça Noël, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, il y a une asymétrie incroyable dans mon cerveau qui était, j'avais des, tu sais, les tickets là, je sais pas comment ça s'appelle, les tickets cadeaux. Sur la symétrie, que Rémi qui doit te parler, c'est le poids que ça va représenter en pression à la baisse sur le stock. C'est une grande partie d'ailleurs. C'est un peu, maintenant tous les stocks techno sont à nouveau au plus haut, sauf les boîtes de software, on n'en parle plus trop, mais je veux dire, le coût payé par les actionnaires de tout le top talent des Google et compagnie qui se font arroser d'actions et stock options, c'est une pression vendeuse mais phénoménale. Et d'ailleurs, une des raisons qui fait qu'une boîte comme Snapchat se fait massacrer en bourse et n'arrivera pas à décoller, c'est en fait, Snapchat aujourd'hui, tu regardes les financials, tu regardes les actifs qu'ils ont, tu regardes les revenus qu'ils font. En fait, c'est une boîte qui n'est pas dégueu. Sauf qu'en fait, tu as genre 10% de la market cap, voire plus, qui est printé en stock pour le top management et les talents tous les ans, en fait. Donc, en fait, et qui eux le vendent. Et donc, du coup, tu as une race to zero, tu as une course vers zéro qui est inéluctable malgré finalement des fondamentaux à côté qui présentent une boîte en fait sous un jour intéressant, quoi. Mais tu prends en compte le modèle de compensation des talents et la boîte en bourse ne vaut plus rien, quoi. Et tu as l'opposé de ça qui est Marc Léonard chez Constellation Software qui file des bonus en dollars à ses top management en leur obligeant d'acheter des actions avec. Donc, c'est vraiment fait du coup une pression à la hausse sur le stock, ce qui est brillant. Mais en effet, et donc dans ce que tu disais, juste pour élaborer rapidement là-dessus, c'est que lorsque tu as une boîte qui est composée, où 10% des parts ont été données aux employés, en règle générale, lors de l'introduction en bourse, ils ne peuvent pas vendre. Ils peuvent vendre qu'à partir d'une période qui est en règle générale de 6 mois, qui est ce qu'on appelle lorsque le lock-up saute. Et c'est vrai que, et donc lorsqu'on regarde historiquement les boîtes qui s'introduisent en bourse, au bout de 6 à 12 mois, elles dévissent assez violemment de par le fait que les employés vendent parce qu'ils ont enfin la possibilité de vendre.
et qu'ils ont attendu des dizaines d'années pour ça, quoi. Et donc, même dans le cas d'ailleurs de l'IPO de SpaceX qui a lieu aujourd'hui, il serait intéressant de regarder le cours dans 6 à 12 mois plutôt que de l'acheter maintenant. En tout cas, statistiquement, Elle est dispo là? C'est quand que ça sort? Et aujourd'hui, elle s'est introduite Ah aujourd'hui. ouais, c'est rapide. Mais Facebook, c'est ça. Facebook se sera introduit à l'époque à 100 milliards. Tout le monde dit, mais c'est de la folie, c'est la plus grosse introduction, c'est une des plus grosses introductions au monde, etc. Machin. Et le cours fait exactement, je crois qu'il fait exactement moins 50% en 6 mois. Klarna, c'est pareil, c'est moins 60% là en 6 à 12 mois. Ouais. Et juste peut-être pour conclure la question du talent, donc là on a parlé de la rétention des talents, peut-être un autre sujet, juste qui est un peu la conclusion de transition, c'est comment acquérir du talent. D'ailleurs, c'est un truc de Peter Thiel qui est finalement un des edges que doit développer un entrepreneur, c'est la capacité à recruter du talent qui n'a pas été découvert. Puisqu'il n'a pas été découvert, il n'a pas été pricé. Si le mec est passé par Stanford, gros stage chez Google, 2 ans chez, je sais pas quoi, chez Uber, et tu veux l'avoir, il va être cher. Par contre, tu as potentiellement des talents qui n'ont pas été découverts. Et une grande partie du taf pour créer un alpha, pour créer un edge, c'est d'arriver à choper des talents qui n'ont pas été découverts par le marché. Et de ce point de vue-là, la création de contenu, ce qu'on fait sur ce podcast, est en fait un levier phénoménal justement pour trouver du talent qui n'a pas été découvert parce qu'il n'est pas passé par les systèmes universitaires ou grandes écoles classiques, parce qu'il n'est pas passé par les grosses boîtes. Et du coup, en fait, il n'est pas pricé et c'est toi qui peux démarrer le pricing. C'est sûr qu'au bout de quelques années, le gars va converger vers son niveau et sa rémunération, on va dire, légitime. Mais en attendant, toi, tu peux faire cet effort de formation, de création de capital, de co-développement de capital humain et d'être sur-récompensé sur cet effort de formation et de scouting, tu vois, de talent, quoi. Tu vois, c'est... J'en ai fait l'expérience. Enfin, Sébastien, c'est un mec qui est venu sur la base qui était client en fait de mes formations. À l'époque, on avait un petit programme spécifique sur le value investing et qui l'a suivi en parallèle. Après, c'est un mec qui est quand même passé d'ailleurs par Sciences Po et par le master en finance de Paris Dauphine, qui est un des plus prestigieux en France, et qui a fait le choix après ce parcours-là de choisir notre boîte plutôt que ce qui lui était proposé en banque d'affaires. Donc, comme quoi, la création de contenu peut même convaincre des profils qui étaient voués à aller vers le corporate classique, quoi. Ouais, ou ça donne une chance en fait à des gens qui n'auraient jamais pu. Enfin, c'est autant moi sur le management, ok, je suis notoirement mauvais là-dedans. Aujourd'hui, c'est mon CTO qui interagit avec les humains, quoi. Tu te rends compte, c'est le CTO qui doit interagir avec les humains, quoi. Tu vois les niveaux de trucs, quoi. Mais autant en fait, moi, le nombre de gars qui ont regardé mon contenu ou acheté mes programmes à l'époque où c'était genre à 9,95 par mois, c'est il y a très longtemps, c'est il y a 6 ans, 7 ans, quoi. Et qui du coup après sont allés bosser chez WAM, après ont lancé leur business ou sont allés bosser pour d'autres business de l'industrie, etc. En fait, un des lauriers, si tu veux, que je m'attribue assez volontairement, et voilà, c'est celui-ci, quoi. C'est à la fin de la journée, putain, le nombre de gars en fait qui sont passés de je consomme du contenu à le mec il veut un copywriter, j'ai checké les formations piratées parce que je peux pas me la payer. Ok, je postule. Et ok, maintenant je gagne du 2, 3, 4 000 euros par mois. À l'époque, je payais beaucoup plus. Autant je payais des mecs 6, 7 par mois, peu importe. Et puis après, boum, je vais ailleurs. En fait, c'est cet ascenseur social que permet finalement le mécanisme contenu business online à la con et après va faire autre chose, quoi. Je trouve que le jour où on sera convoqué dans une commission parlementaire parce qu'on aura fini ou au purgatoire. On leur rappellera quand même. Écoutez, oui, on a essoré l'économie française, et on a aussi contribué, quoi. Ouais. Ok, sujet suivant. Le retour du présentiel dans la création et la captation de valeur ajoutée. Rémi qui revient d'un mastermind. Mastermind, c'était quoi? C'est mastermind conférence? Oui, c'est un mastermind à Lisbonne où j'étais speaker. J'y ai croisé Sylvain Braillac, que je salue, qui nous a détaillé sa stratégie d'acquisition aujourd'hui en présentiel. Sylvain est un mec qui est un petit peu connu dans le monde du business coach, etc. Et il a shifté il y a 3-4 ans vers des webinaires en fait, en présentiel pour plusieurs raisons. D'une part, les CPS sont divisés par 4 lorsqu'on fait de la pub en local. Et d'autre part, lorsqu'on ramène des gens dans une salle, les taux de conversion sont bien meilleurs.